Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous aventurons au cœur de la nature sauvage africaine, là où 3 touristes ont commis une erreur fatale. Ils ont sous-estimé la nature sauvage. D'un bain interdit dans le delta de l'Okavango à un voyage de noces en safari qui a pris fin abruptement à cause d'un sentier effondré. Ce sont les histoires qui nous rappellent que la nature ne fait pas de compromis. Mais d'abord, nous commençons en Tanzanie, où une randonnée à travers la zone des lions s'est terminée en quelques secondes et une seule personne a survécu. Le 17 juillet 2022, le parc national du Serengeti en Tanzanie offrait un temps parfait pour un safari. Ciel dégagé, température douce et une faune à l'apogée de son activité. Pour Klaus Bergmann, âgé de 54 ans, un professeur d'ingénierie à la retraite de Munich, ce voyage représentait la réalisation d'un rêve de vie. Sa partenaire, Elise Weber, âgée de 51 ans, l'avait surpris avec le safari pour son anniversaire. Après des années de soirées passées ensemble à regarder des documentaires animaliers dans leur modeste appartement avec vue sur l'Isard, Klaus était toujours méthodique et animé d'une profonde curiosité. Le genre de personne qui, même à la retraite, remplissait des étagères de classeurs méticuleusement étiquetés, plein de revues spécialisées. Réservé, mais silencieusement passionné, il avait découvert son amour pour la faune africaine pendant ses études, lorsqu'il avait assisté à une conférence invitée sur l'écologie des prédateurs. Depuis, les lions et les éléphants le fascinaient, non seulement pour leur force, mais aussi pour la précision et l'intelligence de leur comportement. Élise, en revanche, était la plus intuitive et émotionnellement sensible des deux. Elle avait travaillé pendant près de 2 décennies comme bibliothécaire scolaire et possédait un charme discret auquel les enfants faisaient instinctivement confiance. Tandis que Klaus se plongeait dans des manuels techniques, Élise préférait la poésie et les mémoires. Elle laissait volontiers à Klaus la planification des voyages et la recherche d'équipements photos et profitait plutôt du moment. Elle documentait leurs voyages communs dans des journaux manuscrits. Ils vivaient à Heidhausen, un quartier historique de Munich, dans un appartement au 3e étage, rempli de plantes d'intérieur, de vieux livres de voyage et de photos encadrées de leurs aventures passées en Europe et en Asie. Le voyage dans le Serengeti devait être leur premier et peut-être unique voyage au cœur sauvage de l'Afrique. Ce n'était pas seulement des vacances, c'était un jalon commun, un hommage à tout ce qu'ils avaient construit ensemble en 19 ans. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne sait jamais, c'est que ce serait le dernier voyage qu'ils feraient ensemble. Juste une promenade de plus, juste un autre matin sans savoir que c'était la fin. Klaus avait préparé ce voyage avec minutie. Il a acheté spécialement un Canon EOS R5 pour la photographie animalière, a assisté à 3 ateliers de photographie et a lu chaque guide de voyage disponible sur la Serengeti. Dans son sac à dos, se trouvaient des cartes mémoire supplémentaires, des filtres d'objectifs et un carnet dans lequel il documentait chaque espèce animale observée. Pendant 3 ans, ils avaient économisé pour pouvoir s'offrir cette expérience exclusive de safari à pied et avaient choisi Authentic Africa Expeditions en raison de leur excellent bilan de sécurité et de la taille réduite de leur groupe. Votre guide, Joseph Makundi, avait dirigé des safaris à pied sans incident depuis 15 ans. Ce matin-là, il a tenu le briefing de sécurité habituel dans le camp de tentes luxueux où le groupe de 6 touristes avait passé la nuit. Il a souligné l'importance de rester ensemble, a averti de ne pas s'éloigner et a clairement indiqué qu'en cas de rencontre avec des prédateurs, il fallait rester immobile et suivre ses instructions sans hésitation. Il regarda chacun dans les yeux pour s'assurer de leur attention et de leur compréhension. Le safari à pied commença à 6h30, avec Joseph en tête, tandis qu'il guidait le groupe à travers des paysages de savane dorée, parsemés d'acacias. Jusqu'à la fin de la matinée, le groupe avait déjà aperçu des zèbres, des girafes et un troupeau d'éléphants au loin. Klaus était ravi, peinant à contenir son enthousiasme tandis qu'il murmurait doucement à Élise sa fascination. Ce moment surpassait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Vers 11h15, le groupe fit une pause près d'un petit point d'eau où une famille de phacochères buvait prudemment. Pendant que Joseph expliquait l'écosystème aux autres touristes, Klaus remarqua un magnifique calao à bec jaune perché sur une branche à environ 50 mètres et le signala discrètement à Élise. Il était fermement décidé à immortaliser ce moment. Exactement une telle image, il l'avait rêvé pendant des années. Sans informer Joseph, Klaus et Élise s'éloignèrent silencieusement du groupe
avançant avec des pas prudents et réfléchis vers l'oiseau. Klaus était tellement concentré sur la capture de la photo parfaite qu'il ne remarqua pas à quel point il s'était éloigné du reste du groupe. Après avoir pris plusieurs photos, Klaus proposa de reprendre le chemin par un passage de gibier qui contournait un groupe de buissons. Il était convaincu qu'il pourrait rejoindre le groupe de l'autre côté et rassura Élise, qui commençait à paraître inquiète. Ce que Klaus ne pouvait pas savoir, c'est qu'il s'était engagé dans l'une des situations les plus dangereuses possibles lors d'un safari africain. Dans les hautes herbes derrière les buissons, une lionne observait ses 3 petits en train de jouer. Le chemin que Klaus et Élise avaient choisi les menait directement entre la mère et ses petits, une position qui déclenche l'instinct protecteur le plus profond de tout prédateur. À 11h27, alors qu'ils contournèrent les buissons, Élise remarqua la première un mouvement dans l'herbe. 3 lionceaux jouaient à proximité. Un ton d'alarme dans sa voix alors qu'elle avertissait Klaus avec insistance et s'accrochait à son bras. Elle voulait faire demi-tour immédiatement. Klaus leva instinctivement la caméra. Le réflexe du photographe l'emporta un instant sur le sentiment de danger. Il murmura quelque chose comme « juste une photo de plus » et réglait déjà l'objectif. L'attaque se produisit sans avertissement. La lionne, qui avait perçu les humains approchant comme une menace pour ses petits sans défense, surgit de sa cachette dans l'herbe. Elle a franchi les 30 mètres qui la séparaient du couple en quelques secondes, un tourbillon de muscles et de détermination mortelle. Klaus eut à peine le temps de baisser la caméra qu'un prédateur de 180 kg le frappa de plein fouet. L'impact projeta Klaus à terre sur le dos. Sa caméra lui échappa des mains. Les puissantes mâchoires de la lionne se refermèrent sur son cou, une technique de mise à mort perfectionnée au cours de millions d'années d'évolution. Ses canines, conçues pour trancher les colonnes vertébrales des zèbres et des gnous, pénétrèrent sans effort dans la chair de Klaus. Les cris d'Élise résonnèrent sur la savane, tandis qu'elle devait regarder, horrifiée. La lionne secoua violemment Klaus, exactement comme ses prédateurs tuent leur proie. Son corps s'affaissa presque immédiatement lorsque la morsure brisa sa trachée et trancha l'artère carotide. Le sang s'infiltra dans le sol sec sous lui. La lionne lâcha Klaus un instant, son instinct la poussa à aller voir ses petits. Dans cette courte pause, elle remarqua Élise, qui était tombée à genoux sous le choc. Le prédateur se tourna vers cette deuxième menace possible. La gueule ensanglantée près du sol, les muscles tendus pour une autre attaque. Élise, paralysée par la peur, ne pouvait que regarder la lionne s'approcher à pas mesurés. Il ne restait plus que 3 mètres entre elles lorsqu'un coup sec déchira l'air. Un tir de sommation du fusil de Joseph. La lionne hésita, déchirée entre la protection de ses petits et la confrontation avec ce nouveau danger. Joseph avait entendu le grognement de loin et avait couru vers la scène avec son fusil prêt. En s'approchant, il tira à nouveau, cette fois plus fort et plus près. La lionne, prise entre son instinct maternel et la menace croissante, grogna mais commença à se retirer. Ses muscles restèrent tendus. Elle resta immobile un instant tendue, puis se tourna vers ses petits et disparut dans les hautes herbes, presque aussi vite qu'elle était apparue. La suite des événements s'est déroulée avec une efficacité sombre. Joseph a immédiatement lancé un appel d'urgence tout en essayant de calmer Élise hystérique qui s'était infligé de profondes coupures aux jambes en tombant dans des buissons épineux. Klaus gisait immobile sur le sol imbibé de sang, les yeux ouverts mais sans vie. L'équipe médicale, qui est arrivée 30 minutes plus tard, ne pouvait que confirmer ce que Joseph savait déjà. Klaus Bergmann était mort presque instantanément des blessures catastrophiques au cou et à la colonne vertébrale. L'incident a ébranlé le secteur touristique de la Tanzanie. L'autorité tanzanienne de la faune a lancé une enquête officielle pour vérifier si les protocoles de sécurité avaient été respectés. Bien que le guide ait effectué le briefing standard, la séparation, même de courte durée, du groupe a été considérée comme une erreur grave. Authentic Africa Expedition a réagi par une révision complète de ses procédures. Désormais, les invités devaient porter des traceurs GPS lors de chaque safari à pied et chaque groupe se voyait attribuer un rangé supplémentaire qui les accompagnait à distance. La tragédie a également conduit à de nouvelles directives nationales interdisant les détours hors des sentiers, même à des fins photographiques. Élise a survécu, mais la survie a apporté une clarté sur la rapidité avec laquelle la nature sauvage change, sur le peu de marge d'erreur qui reste. Un seul moment d'inattention avait suffi, et ce ne serait pas le dernier.
Dans un autre endroit, en Afrique, sous un ciel sans nuages et à côté d'une eau qui semblait inoffensive, une autre forme de silence guettait. Cette fois, ce n'était pas un lion, c'était quelque chose de plus ancien et c'était déjà sous la surface. Le 23 août 2018, le delta de l'Okavango au Botswana scintillait sous le soleil impitoyable de l'Afrique. Les températures montaient jusqu'à 40 degrés Celsius à midi. Pour Luc Moreau, âgé de 38 ans, un responsable marketing de Lyon, France, ce safari de luxe n'était pas seulement des vacances, mais une évasion, une pause bien méritée d'une vie implacablement rapide. Pendant presque 2 décennies, Luc avait excellé dans un environnement d'entreprise sous haute pression, connu pour sa pensée rapide, son instinct aiguisé et son dévouement infatigable au travail. Les collègues l'admiraient, les clients lui faisaient confiance et son entreprise le considérait comme indispensable. Mais derrière l'apparence soignée et les présentations assurées se cachait un homme dangereusement proche de l'épuisement. Il vivait seul dans un appartement moderne et minimaliste dans le quartier de la Confluence à Lyon, dont les fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur la Saône. Chaque matin, il suivait la même routine. 5h30, salle de sport, café noir, costume sur mesure et une avalanche d'emails avant même que le bureau n'ouvre. Il prenait rarement des vacances, préférant accumuler des jours de congé non utilisés tout en gravissant les échelons de sa carrière. Ses amis le taquinaient souvent à cause de son côté bourreau de travail, mais Luc avait toujours affirmé qu'il allait bien. Il se reposerait dès que tout se calmerait. Cette pause n'est jamais venue. Après avoir conclu une grande fusion qui lui avait pris 18 mois, Luc atteignit finalement ses limites. Il commença à souffrir de migraines, de petites crises de panique et de longues périodes de brouillard mental. Son médecin le pressa de prendre une pause. Un collègue qui revenait tout juste d'Afrique australe avait mentionné en passant le delta de l'Okavango comme un paradis paisible. La même nuit, Luc réserva en ligne un séjour de 2 semaines au Mokolodi Delta Camp, un lodge exclusif, connu pour son intimité, sa cuisine gastronomique et sa nature sauvage intacte. 3 jours avant l'incident, il était arrivé et immédiatement séduit par les élégantes huttes au toit de chaume du camp qui donnaient sur un petit lac se détachant des bras principaux du delta. Son logement disposait d'une douche extérieure, d'une terrasse privée et d'une vue imprenable sur les animaux venant boire à l'eau. Luc était impressionné par le silence. Pas de sonnerie de téléphone, pas de notification bourdonnante, pas d'urgence artificielle. Il dormait plus longtemps, respirait plus profondément, marchait plus lentement et se sentait enfin à nouveau comme une partie de lui-même qu'il avait perdue depuis des années. Lors de l'enregistrement, la gérante de la lodge, Precious Ndlovu, avait effectué un briefing de sécurité détaillé. Elle avait souligné avec insistance que les invités ne devaient jamais se promener seuls après la tombée de la nuit et que la baignade dans le lac était strictement interdite en raison des crocodiles et des hippopotames. Luc acquiesça d'un signe de tête, mais son regard s'était déjà tourné vers les éléphants visibles juste au-delà de la terrasse. Il ne voulait pas être imprudent, il voulait juste désespérément déconnecter. Ce matin-là, Luc avait participé avec 5 autres invités à un safari de 6 heures, guidé par Carbo, un guide expérimenté avec une connaissance encyclopédique de l'écosystème du delta. Le Land Cruiser était parti à 5h30, leur offrant un lever de soleil spectaculaire sur les plaines inondables. Jusqu'à 10h, ils avaient déjà vu des lions se reposer après une chasse, un léopard suspendu élégamment à une branche d'acacia et d'innombrables espèces d'antilopes broutant la végétation luxuriante. Carbo positionnait le véhicule parfaitement pour les photos et expliquait le comportement de chaque animal avec une précision passionnée. À mesure que la journée devenait plus chaude, Luc se sentait de plus en plus mal à l'aise. Malgré le toit en toile du véhicule de safari, le soleil brûlait sans pitié et sa chemise légère en lin lui collait en sueur au dos. Il vida rapidement sa bouteille d'eau et accepta avec gratitude un remplissage de la glacière de Cabo. Lorsqu'ils revinrent à la loge à 11h30, Luc était complètement surchauffé. Tandis que les autres invités se rendèrent à la salle à manger pour le déjeuner, il se retira dans sa cabane. La douche lui apporta un soulagement temporaire, mais à peine sorti de nouveau dans l'air humide, il se sentit immédiatement à nouveau collant et mal à l'aise. Depuis sa terrasse, Luc regardait avec envie le lac, qui se trouvait à seulement environ 50 mètres de sa cabane. L'eau semblait fraîche et accueillante. La surface était lisse et calme sous la chaleur de midi.
Il ne pouvait voir aucun signe des animaux dangereux mentionnés dans le briefing de sécurité. Pas d'oreillets de rivière sortant de l'eau, pas de crocodiles se prélassant sur la rive, juste de l'eau claire et tentante, appelant à un soulagement de la chaleur accablante. Luc regarda l'horloge, 13h15. Le safari de l'après-midi ne commencerait qu'à 16h, donc il avait presque 3 heures devant lui. Ce qu'il souhaitait, c'était la solitude et la fraîcheur. Il se persuada que ce ne serait qu'un rapide plongeon dans l'eau, 5 minutes dedans et dehors. Personne ne le remarquerait. Résolu, Luc enfila son maillot de bain, prit une serviette et regarda autour de sa cabane. Aucun employé en vue, probablement tous en pause entre les activités. Alors que Luc s'approchait de l'eau, il découvrit un panneau délavé, partiellement caché par la végétation. Danger. Ne pas nager. Crocodile. Il hésita un instant, puis justifia sa décision. L'eau était assez claire pour qu'il puisse voir le fond sablonneux près du rivage. Un grand prédateur devrait être visible. De plus, il resterait près du rivage, juste assez profond pour rafraîchir brièvement son corps surchauffé avant de retourner à la cabane. À 13h22, Luc entra dans le lac, poussant un soupir de soulagement lorsque l'eau fraîche enveloppa ses chevilles, puis ses mollets. Le fond était de sable ferme qui s'enfonçait progressivement. Il continua à avancer jusqu'à ce que l'eau atteigne sa hanche. Puis il plie les genoux pour immerger ses épaules et son torse. Le soulagement fut immédiat et écrasant. Il ferma les yeux et savoura la sensation de la chaleur quittant son corps, totalement inconscient que ses mouvements avaient déjà été remarqués. Le crocodile du Nil, qui avait revendiqué cette partie du lac comme son territoire, était un énorme spécimen presque 5 mètres de long et environ 500 kg. Il s'était reposé dans une baie couverte de roseaux à environ 27 mètres de l'endroit où Luc était entré dans l'eau. Presque invisible, avec seulement les narines et les yeux au-dessus de la surface de l'eau, le prédateur ancien avait immédiatement perçu les vibrations de l'entrée de Luc dans son territoire. Les crocodiles sont des chasseurs patients qui ont perfectionné leur technique d'attaque au cours de 200 millions d'années d'évolution. Cet exemplaire commença à se diriger vers Luc presque sans créer de vagues. Sa puissante queue le propulsait silencieusement à travers l'eau, tandis que son corps restait entièrement submergé. Son cerveau froid et primitif n'enregistra qu'une chose, une proie avait pénétré dans le territoire. Luc, rafraîchi et satisfait, décida de s'avancer de quelques pas pour s'immerger complètement. L'eau lui arrivait maintenant jusqu'à la poitrine alors qu'il continuait à marcher parallèlement à la rive, sans se douter que la mort s'approchait par derrière à une vitesse effrayante. Son premier signe que quelque chose n'allait pas fut lorsqu'il remarqua de petits poissons s'enfuir dans toutes les directions. Un signal d'alarme qui arriva bien trop tard. L'attaque se produisit avec une rapidité et une précision dévastatrices. Le crocodile s'élança dans un dernier mouvement explosif. Ses mâchoires massives se refermèrent avec une force briseuse d'os autour de la cuisse droite de Luc. Plus de 260 kg de pression par centimètre carré, plus que suffisant pour écraser instantanément son fémur, ont frappé sa chair. Le cri de Luc de choc et de douleur résonna sur l'eau, mais fut brusquement interrompu lorsque le crocodile commença sa roulade mortelle instinctive. Le prédateur tourbillonnait violemment, entraînant Luc sous l'eau dans une spirale désorientante, conçue pour arracher des morceaux de chair à la proie tout en la noyant. L'eau remplissait ses poumons alors qu'il était tiré sous la surface. Son corps se tordait de manière anormale sous la force de la rotation. Ses doigts s'accrochaient désespérément à la gueule blindée du crocodile, mais ne trouvaient aucune prise sur les écailles préhistoriques. Pendant un bref instant, le crocodile arrêta la rotation et Luc refit surface, haletant et toussant. Il réussit à appeler à l'aide avant d'être à nouveau tiré sous l'eau. Sur la rive, un jardinier qui taillait la végétation entendit le cri et leva les yeux, horrifié, en voyant l'eau s'agiter violemment à environ 60 mètres du rivage. Le crocodile tourna à nouveau, cette fois avec encore plus de force. Sous l'eau, Luc sentit sa conscience s'évanouir. Le manque d'oxygène et le choc faisaient des ravages. La douleur dans sa jambe brisée semblait étrangement lointaine. Son corps désactivait les fonctions non vitales et passait en mode survie. Dans ses derniers moments de conscience, il sentit qu'il était tiré plus profondément dans le lac, loin de la rive, loin de toute possibilité de sauvetage.
Le jardinier courut vers le bâtiment principal du lodge et appela à l'aide. Le personnel réagit rapidement et mit à l'eau un petit bateau en aluminium prévu pour les urgences. Lorsque Cabot et 2 autres employés atteignirent le centre du lac, il n'y avait plus rien à voir, seulement des vagues qui s'étendaient et des roseaux flottants. Luc Moreau avait complètement disparu, emporté vers le dépôt sous-marin du crocodile, une cavité dans la berge où les grandes proies sont stockées jusqu'à ce qu'elles commencent à se décomposer, ce qui facilite leur déchiquetage par le reptile. Une opération de recherche immédiate commença. Le personnel ratisse le rivage et l'équipe de sécurité a informé les autorités locales. Les invités du lodge ont été retenus dans leur cabane, tandis que la cruelle réalité de ce qui s'était passé devenait évidente. Precious, la gérante du lodge, a contacté l'ambassade de France à Gaborone pour signaler l'incident. Sa voix tremblait alors qu'elle expliquait les circonstances. Le corps de Luc a été découvert presque 24 heures plus tard, partiellement submergé dans une ceinture de roseaux, à environ 200 mètres de l'endroit où il était entré dans l'eau. Dans les eaux peu profondes, chaudes et riches en oxygène, comme dans cette partie du delta, la décomposition peut parfois libérer des gaz si rapidement qu'un corps refait surface en une journée. Le crocodile avait dévoré de grandes parties de son torse et de sa jambe droite, laissant ainsi un témoignage cruel de l'efficacité de la nature. Une équipe de l'autorité de la faune du Botswana a capturé le crocodile responsable et l'a tué. Un spécimen notoire appelé Old Ghost par les pêcheurs locaux en raison de sa capacité à apparaître et disparaître sans avertissement. Le camp du delta de Mokolodi a été temporairement fermé pour effectuer une révision complète de la sécurité. Des clôtures supplémentaires ont été érigées autour des accès à l'eau et des rondes de sécurité horaires ont été introduites. Les panneaux d'avertissement ont été agrandis et rendus plus visibles avec des indications multilingues sur le danger mortel que représentent les prédateurs du delta. L'histoire de Luc est une leçon tragique sur l'ignorance des signes d'avertissement. Au clair, danger invisible et un pas fatal de trop. Mais quelques semaines plus tard, une autre décision devait se révéler tout aussi mortelle. Aucun report dû au mauvais temps, aucune seconde chance, juste un couple de jeunes mariés et une pente boueuse prête à s'effondrer. Le 12 novembre 2021, des nuages sombres se sont amoncelés au-dessus de la zone de conservation de Ngorongoro en Tanzanie, lorsque la courte saison des pluies commença. Pour Anatoly et Elena Petrov, fraîchement mariés de Saint-Pétersbourg, l'orage imminent ne semblait pas être un avertissement. Il ajoutait simplement du charme à leur voyage dans la nature sauvage. Celui-ci devait devenir le plus inoubliable de leur vie. 10 jours auparavant, ils s'étaient endiouis dans une chapelle silencieuse en dehors de la ville. Après une relation de 5 ans qui les avait menés à travers l'école, les crises et les succès. Anatoly, 31 ans, s'était construit un petit empire technologique après le boom du Bitcoin de 2017. Son charme était direct et sans filtre. Son énergie laissait souvent les gens autour de lui à bout de souffle. Elena, 29 ans, était précise et calme. Une chirurgienne pédiatrique qui avait reporté son voyage de noces 3 fois pour respecter son planning opératoire. Le safari était le rêve d'Anatoly, une évasion dans la beauté brute de la nature, avant qu'ils ne se consacrent à nouveau à leur carrière et au rythme tranquille de la vie conjugale. Ils avaient choisi l'offre la plus exclusive, le Diamond Safari Package de Tanzanian Luxury Expeditions. Tout était parfaitement arrangé. Lodge privé, guide privé, véhicule personnel et un itinéraire sur mesure loin des sentiers touristiques habituels. La veille au soir, ils avaient passé des heures sur la véranda du lodge, regardant le ciel étoilé avec un chardonnay frais et suivant leur itinéraire pour le lendemain à l'aide d'une carte imprimée. Anatoly avait marqué une vallée isolée, connue pour ses rhinocéros noirs et ses buffles d'Afrique. Emmanuel Mekapa, leur guide expérimenté avec 15 ans d'expérience en safari, avait discuté de l'itinéraire avec eux le lendemain matin au petit déjeuner. Il avait remarqué que le ciel devenait déjà gris à l'aube et avait hésité lorsqu'ils avaient mentionné les sentiers occidentaux, plus raides, plus étroits et particulièrement vulnérables sous la pluie. Mais Anatoly avait insisté, espérant photographier des animaux que peu de gens avaient jamais vus. Elena avait cédé à son enthousiasme et s'était laissée rassurer par l'assurance d'Emmanuel au volant. Jusqu'à la fin de la matinée, il s'était enfoncé profondément dans la réserve. Le véhicule, un Land Rover Defender renforcé avec suspension spéciale et pneus tout-terrain, maîtrisait sans effort le terrain accidenté. Les premières heures ont comblé toutes leurs attentes.
Ils ont vu un serval qui se faufilait silencieusement à travers les hautes herbes et ont eu un rare aperçu d'un pangolin qui rampait sous un tronc d'arbre. Un rhinocéros noir se tenait sur une crête, comme s'il posait pour eux. Elena s'appuya sur l'épaule d'Anatoly, ses yeux brillants d'émerveillement. L'appareil photo d'Anatoly cliquetait sans cesse, comme s'il parlait à haute voix chaque instant dans sa mémoire. Vers 11h30, l'ambiance changea brusquement. Les nuages se densifièrent en une couverture sombre au-dessus d'eux. Le vent se leva. Quelques grosses gouttes frappèrent dans le pare-brise du Defender, puis la pluie se transforma en rideau dense, accompagné d'un coup de tonnerre qui roula sur le bassin du cratère. Emmanuel observait le changement de temps avec une inquiétude croissante, tapotant à plusieurs reprises sur l'écran de son téléphone et vérifiant les cartes radar. La tempête se déplaçait plus vite que prévu, il conseilla de faire demi-tour, bientôt les chemins deviendraient impraticables. Anatoly a demandé s'il restait encore du temps pour un dernier arrêt. La vallée des Buffles, qu'il avait marquée sur la carte, se trouvait juste devant et était techniquement plus proche que le chemin du retour. Emmanuel a finalement accepté, mais a averti qu'il devrait y faire demi-tour immédiatement si les conditions continuaient à se détériorer. 15 minutes plus tard, le chemin commença à se transformer sous eux. Le sentier poussiéreux se changea en une couche de boue rouge et glissante. Les pneus du Defender perdèrent de l'adhérence sur les légères pentes et la visibilité diminuait derrière le rideau de pluie. Alors qu'ils avançaient lentement, le chemin se rétrécissait. D'un côté, un terrain en pente, de l'autre, un ravin escarpé qui descendait dans une gorge remplie de broussailles et de débris. Emmanuel cherchait un endroit sûr pour faire demi-tour. Finalement, il trouva une petite ouverture dans le fourré. Un virage serré avec à peine assez de place pour manœuvrer le véhicule et commença à tourner le Defender avec précaution. Cependant, la pente détrempée par la pluie sous eux avait déjà commencé à céder. Alors que les roues, avant, s'alignaient à peine, le sol sous le côté droit s'effondra. Le Defender bascula soudainement. Le monde extérieur s'inclina avec lui. Emmanuel tira instinctivement sur le volant, essayant de ramener le véhicule sur un terrain plat, mais le poids du Land Rover se déplaça et la gravité prit le dessus. Avec un gémissement métallique et le sifflement de la boue humide, le véhicule glissa latéralement hors du chemin et commença une descente rapide le long de la pente. À l'intérieur de la cabine, Elena s'agrippait à la main d'Anatoly avec une panique qui blanchissait ses jointures. Il tendit la main pour la protéger, voulant instinctivement soutenir son corps, mais ils étaient déjà hors de contrôle. Le premier impact projeta le véhicule de côté contre un rocher caché et le fit tourner en tonneaux. Le toit s'effondra lorsqu'ils se retournèrent. Les ceintures de sécurité se tendirent. Des éclats de verre pénétrèrent à l'intérieur. Lors du deuxième tonneau, la tête d'Anatoly heurta le cadre de la porte avec une force catastrophique. L'angle de l'impact brisa immédiatement son cou. Lorsque le Defender s'immobilisa finalement au fond du ravin, il était sur le toit, partiellement sous l'eau, gonflé par la pluie croissante. La pluie tambourinait sur le châssis cabossé, tandis que de la vapeur s'échappait du moteur fissuré. Elena ouvrit les yeux sur un monde déformé de sang, de métal et de pluie. Son front pulsait. Un liquide chaud coulait dans son œil droit. Son bras gauche était cassé et coincé sous la console centrale. Elle se tourna sur le côté et vit Anatoly, dont le cou était tordu de manière anormale, son regard vide. Un instant, elle fixa incrédule, puis quelque chose se brisa en elle alors que la vérité s'imposait. L'eau montante frappait déjà contre sa taille. Avec le bras indemne, elle se libéra, haletant à chaque mouvement qui lui envoyait des douleurs lancinantes à travers le corps. Avec un effort désespéré, elle se traîna à travers la cabine renversée, écartant des éclats de verre pour dégager une fenêtre brisée. Sa jambe droite s'ouvrit sur le bord tranchant, mais elle ne s'arrêta pas. Elle se hissa hors de l'épave, s'effondra dans la boue à côté du véhicule, sanglotant de douleur et de perte. Des minutes passèrent, peut-être plus. Finalement, elle trouva assez de force pour ramper jusqu'à un tronc d'arbre renversé et s'y adosser en tremblant. Le ruisseau, qui n'était auparavant qu'un filet d'eau, grossissait maintenant et transformait le fond du ravin en une inondation peu profonde. Puis elle remarqua un mouvement de l'autre côté de l'eau. Des silhouettes sombres, avançant lentement, émergèrent du brouillard, d'abord à peine visibles à travers la pluie et leur champ de vision flou. Mais bientôt, elles prirent forme. Un troupeau de buffles cafres, dont les larges épaules brillaient sous la pluie, sortit des buissons et se dirigea vers le ruisseau. Elena resta figée, appuyée contre l'arbre, se souvenant des avertissements d'Emmanuel. Les buffles étaient imprévisibles, territoriaux et réagissaient fortement aux menaces perçues.
Le taureau dominant, massif et marqué par des cicatrices de combats passés, s'arrêta au bord de l'eau. Il leva le nez, reniflant l'air. Son regard parcourut la gorge et s'arrêta sur elle. Helena tenta de calmer sa respiration, de réprimer le gémissement dans sa poitrine, mais son corps la trahit. Un son douloureux s'échappa de sa gorge. Trop fort, trop humain. La tête du taureau se tourna brusquement, ses yeux fixèrent la source du bruit. Avec une détermination effrayante, il se mit en mouvement, puis passa à l'attaque. Le sol trembla lorsqu'il traversa l'eau peu profonde. Helena ne bougea pas. Elle ne pouvait pas. Le taureau la frappa de plein fouet au torse, la souleva du sol avec ses cornes et la jeta dans la boue. Avant même qu'elle ne comprenne ce qui s'était passé, il était de nouveau sur elle. Ses cornes s'enfoncèrent dans son torse et ses sabots écrasèrent la cage thoracique et les épaules, brisant les os à chaque impact. Sa conscience s'évanouit rapidement tandis que le troupeau passait sur elle, indifférent et implacable. Le lendemain matin, l'équipe de recherche trouva l'épave. Le Land Rover était à moitié enfoncé dans la boue. Les pneus pointaient vers le ciel. Le corps d'Emmanuel était encore attaché sur le siège du conducteur, coincé contre le volant. Anatoly avait été partiellement éjecté par une fenêtre brisée lors de l'accident. Les restes d'Helena ont été découverts plus en aval. Son corps montrait des traces évidentes de blessures par corne et de piétinement. L'incident a déclenché une enquête formelle par l'autorité de conservation de Ngorongoro. Celle-ci a confirmé ce que le journal de bord d'Emmanuel montrait déjà. Il avait exprimé des préoccupations concernant les prévisions météorologiques, mais avait suivi le souhait du couple d'explorer des sentiers isolés. Bien que son comportement à l'époque ait été conforme au règlement, sa décision de continuer après le début de la pluie a été considérée comme une erreur critique. L'itinéraire qu'ils avaient choisi était connu pour ses glissements de terrain par temps humides. Tanzanian Luxury Expeditions a réagi en révisant ses directives météorologiques. Les excursions en dehors des chemins balisés ont été interdites pendant la saison des pluies et tous les safaris privés devaient désormais être équipés d'une surveillance en temps réel du terrain. Les normes pour les mesures d'urgence ont été renforcées et l'accès aux sentiers occidentaux le long du bord du cratère a été restreint jusqu'à nouvel ordre. À Saint-Pétersbourg, les funérailles des Petrov ont attiré des centaines de personnes en deuil. Des photos des jours précédant l'accident, d'un couple souriant sous des acacias, d'un appareil photo pointé sur un rhinocéros noir, étaient placées à côté de 2 cercueils fermés. Leur histoire résonnait à travers les continents comme un avertissement. Même au paradis, le danger peut se cacher dans une seule décision. Un chemin, un mauvais choix, et la nature sauvage ne connaît pas de seconde chance. Merci d'avoir regardé. Si tu as trouvé cette histoire incroyable, tu vas adorer la vidéo qui t'attend maintenant sur ton écran de fin. Ne le manque pas et on se voit là-bas.